Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Tiffaine Paonessa, praticienne en Ayurveda, fondatrice de l'Ayurveda Cooking Therapy. Très jeune, Tiffaine a souffert de troubles respiratoires chroniques et elle a trouvé dans l'Ayurveda des clés pour comprendre les causes de ces troubles et retrouver le chemin de la santé. Aujourd'hui, nous allons échanger à propos de l'une des maladies respiratoires les plus répandues, l'asthme, qui toucherait environ 4 millions de personnes en France. Nous allons voir comment l'Ayurveda peut aider à renforcer l'immunité et à réduire les troubles respiratoires chez les personnes atteintes d'asthme. Bonne écoute! Bonjour Tiffaine. Bonjour. Coucou Tiffaine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tiffaine, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu as découvert la nutrition ayurvédique ? Alors, moi, très très jeune, j'ai souffert de problèmes respiratoires. Donc, bon, il faut savoir que déjà, je suis née grande prématurée, avec dès le départ des difficultés pulmonaires et cardiaques. Et j'en ai gardé une santé assez délicate. Et c'est vrai que toute mon enfance, j'étais affligée de rhume à répétition. Ça s'est poursuivi à l'âge adulte et d'ailleurs c'est pas sans lien avec mon alimentation, j'en parlerai un peu plus tard. Et ça s'est aggravé vers mes 32 ans, 30 ans, 32 ans, et c'est à ce moment-là que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour ma santé. Donc j'ai commencé à me renseigner sur l'Ayurveda vraiment pour moi d'un point de vue personnel. Et puis ce que j'ai expérimenté a été tellement, je dirais, efficace, rien qu'avec des aliments, que je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que j'en sache plus. Et puis aussi, il faut que je partage ce que j'ai appris avec d'autres. Et donc, c'est là que je me suis formée à l'Ayurveda. Top, tu t'es formée où du coup ? Parce qu'il me semble que tu es en Suisse, n'est-ce pas ? Alors, je suis en Suisse, j'ai fait plusieurs écoles. J'ai commencé chez Ayurveda et Conscience. J'ai fait 3 ans. Ensuite, j'ai fait 1 an au College of Ayurveda en Angleterre. Wow. Et puis, j'ai terminé à l'Institut des... Alors, c'est en anglais le titre. European Institute of Vedic Studies. Vous admirerez mon accent anglais. En Suisse. Donc j'ai terminé 2 ans, j'ai fait donc 2 ans, 1 année axée sur la diététique et l'alimentation, et puis 1 année sur les plantes, la phytothérapie. Waouh, un parcours très complet. Un beau parcours, ouais. Et aujourd'hui, comment ça se passe pour toi avec l'asthme ? Alors, aujourd'hui, je peux dire que je vais bien, c'est une bonne nouvelle. Donc, je suis toujours asthmatique. Mais ça, c'est vraiment, vraiment génial, c'est que les crises sont très, très rares. Donc, j'ai un bronchodilatateur que tout le monde connaît, le médicament qui commence par un V. Donc, je le renouvelle 1 fois tous les 1, 2 ou 2 ans, mais globalement, je peux dire que je fais vraiment rarement de crise, peut-être 1 fois par mois. Donc, en général, mon médicament, il arrive à date de péremption avant que je puisse le finir. Et puis, les moments où je fais des crises, donc peut-être 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, eh bien, c'est typiquement quand je voyage. Là, on va arriver aux fêtes de fin d'année où je vais bouger. Je vais manger probablement peut-être une alimentation un peu plus riche que ce que je mange d'habitude. Et donc, en général, c'est à ce moment-là que je peux faire plus facilement des crises parce que c'est une période où je ne peux pas cuisiner ayurvédique, justement.
Et voilà. Mais sinon, vraiment, je peux dire que la maladie est sous contrôle. Et puis, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être vraiment une fenêtre d'espoir, d'amélioration du quotidien. Ouais, vraiment un message d'espoir parce qu'on se dit que avec le parcours médical que tu as eu, tu vas nous en parler et arriver aujourd'hui à vivre correctement avec ta maladie et puis à vraiment avoir réduit les crises comme ça, je pense qu'il y a beaucoup d'asthmatiques qui vont être très attentifs à l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter du coup par où tu en es passé, comment s'est passé ton parcours médical avec l'asthme? Oui, alors bon, comme je disais, moi je suis née grande prématurée, hein, donc dès le départ j'avais une fragilité du point de vue de ma santé. D'un point de vue psychologique, et ça j'en parle parce que ça compte dans certaines formes d'asthme, ça peut même compter beaucoup. Donc, point de vue psychologique, bon, moi j'ai eu une enfance assez dure et malheureuse, donc j'en ai gardé une grande sensibilité. Je suis prompte aux perturbations émotionnelles, même si je travaille beaucoup là-dessus, aussi avec l'Ayurveda et puis d'autres thérapies. Puis donc, j'ai toujours eu une forte sensibilité au stress. Et ça intervient dans mon contexte de santé. Dès l'âge de 7-8 ans, j'ai eu, comme je disais, pas mal de problèmes respiratoires, surtout nocturnes. Bon, j'étais tout le temps enrhumée, bon, ça c'est un fait. J'avais tout le temps le nez qui coulait, les yeux qui coulaient. On m'a enlevé les végétations à l'âge de 8 ans, on m'a fait une désensibilisation aux acariens. Selon mes souvenirs, ça a pas changé grand-chose. À 8 ans, on m'a diagnostiqué un prédiabète, donc j'ai suivi un régime pendant quelques mois à cette époque-là, et c'est une grande chance, mais ça s'est réglé. Par contre, j'ai continué à avoir des problèmes respiratoires jusqu'à l'âge adulte. Et puis, donc, c'est à 30 ans qu'on m'a posé le diagnostic de l'asthme. On m'a tout simplement prescrit un bronchodilatateur, puis j'ai continué ma vie comme avant. Donc, mes problèmes respiratoires ne se sont pas arrêtés là, puisque j'ai continué à manger de la même façon, finalement. Et tout ça, ça s'est cumulé avec le fait que depuis l'adolescence, en fait, j'avais pas mal de complexes. J'ai toujours été toute menue, pour ne pas dire maigre. Donc, je mangeais beaucoup, beaucoup dans l'espoir de grossir. Voilà, donc ça n'a pas favorisé mes problèmes respiratoires. En Ayurveda, on sait qu'une certaine forme d'asthme sont très liées à l'alimentation. Et donc, j'ai continué comme ça sur la même lancée. Et puis, c'est vers l'âge de 32 ans que là, en plus de l'asthme, j'ai eu d'autres problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'avais le nez complètement bouché. La journée, je respirais par la bouche. La nuit, pareil, je devais dormir assise pour arriver à respirer. Et donc, comme je vous le disais, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda parce qu'on m'a proposé une opération, une turbinectomie pour m'aider à respirer. Et puis, c'est là que ça a fait tilt parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a une cause à tout ça. Et s'il y a une cause, ça veut dire qu'il y a des solutions. Et c'est là que je me suis dirigée vers l'Ayurveda. Un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais je trouve que le diagnostic a été très long à être posé, alors que pourtant, l'asthme, c'est quand même une maladie qui, comme le disait Nat en intro, qui touche 4 millions de personnes en France, par exemple. Donc, c'est quand même une maladie qu'on connaît. Comment ça se fait que le diagnostic, il ait été posé si tard? Est-ce que c'est parce qu'ils pensaient que tu étais plutôt allergique? Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose par rapport à ça? Alors, ça a été assez succinct, hein, même quand on a posé le diagnostic. Il faut dire une chose aussi, c'est que malgré tout, je suis relativement résistante. À l'époque, il fallait quand même pas mal d'insistance pour m'emmener chez le médecin. Et puis, mes crises étaient légères. Hein, c'était pas, voilà, il y a différents cas possibles, variables en intensité, aussi, voilà, en fréquence. Et moi, je faisais partie des gens qui avaient des crises pas très intenses. Donc voilà, d'une certaine façon, je me disais, bah, c'est bon, je tousse, j'ai du mal à respirer, ça va, ça va. Puis j'ai continué comme ça sur ma lancée pendant plusieurs années.
Et puis aussi, dans mon enfance, ce qui m'handicapait le plus, c'était les rhumes à répétition. Et voilà, à l'époque, quand j'avais 7, 8 ans, je suis pas sûre que j'étais déjà asthmatique. C'est arrivé finalement assez tard. Mmh. OK, et du coup, tu découvres donc, cet, asthme relativement tard. Tu découvres aussi l'ayurveda ensuite, et alors qu'est-ce que l'ayurveda t'apprend que tu ne savais pas, avant? Qu'est-ce que tu découvres avec l'ayurveda? Bah, déjà, je me rends compte que nous, notre médecine moderne, eh ben, elle considère que bon, l'asthme, ça se guérit pas, que ça persiste toute la vie, même s'il peut y avoir des phases de rémission qui font qu'on oublie la maladie. Moi, ce que j'ai appris avec l'Ayurveda, c'est que il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que même lorsqu'on vit avec une maladie qui est bien établie et qui est incurable, on peut toujours agir pour sa santé, parce que en Ayurveda, on sait qu'un problème de santé, si on le traite pas de façon globale, eh bien, ça amène des complications. Et d'ailleurs, d'un point de vue ayurvédique, dans mon cas personnel, juste traiter l'asthme par un bronchodilatateur, bah, c'est pas traiter la maladie, parce qu'il y avait vraiment une cause importante, c'était mon hygiène alimentaire de l'époque qui était vraiment catastrophique. C'est vraiment le cas, hein, parce que je pouvais manger un paquet de gâteaux entiers par jour, chaque après-midi. De toute façon, je grossissais pas. Donc, un paquet de gâteaux, par-dessus un paquet de chips avec une plaquette de chocolat, ça me faisait pas peur. Voilà. Donc, autant vous dire que dans un cas comme le mien, me donner juste un bronchodilatateur, c'était pas véritablement traiter la maladie. Et donc, c'est très important d'agir pour empêcher la dégradation de la santé. Et donc, tout en suivant les recommandations de son médecin, de prendre sa santé en main. Donc, d'ailleurs, une chose importante que je vous ai dit au début, c'est que j'allais bien, que je faisais quasiment jamais de crise, mais c'est pas un hasard. Et là, j'insiste vraiment là-dessus pour les personnes qui nous écoutent. Si je ne faisais pas des choses pour ma santé chaque jour, en plus de ce qui m'a été prescrit par mon médecin, donc de médicaments, eh bien, des crises, je pourrais en faire tous les jours, vraiment. Donc, ce qui me maintient, ce qui prévient les crises, ce qui m'empêche de tomber plus malade, bah, c'est mon hygiène de vie et plus particulièrement mon alimentation. Et puis bon, ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire entendre aujourd'hui, mais pas seulement aux asthmatiques, mais à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont une maladie, quelle qu'elle soit, on peut toujours agir. Voilà. D'ailleurs, l'Ayurveda a vraiment une vision de la santé très profonde hein, par rapport à notre médecine moderne. Les deux sont nécessaires, médecine moderne et Ayurveda. Mais par exemple, aujourd'hui, on commence juste à se demander si l'alimentation pourrait avoir une incidence sur la manifestation des crises d'asthme. Est-ce que manger de la charcuterie, ça favoriserait l'asthme? En Ayurveda, c'est un fait reconnu que l'alimentation, dans toute une partie de cas, pas tous les cas, mais dans une partie des cas, ça peut vraiment faire partie, et même une grosse partie du problème. Et bien sûr, ce n'est pas le cas de tous les asthmatiques. Il y a vraiment des configurations différentes. Mais moi, personnellement, si je mangeais tous les soirs du gratin dauphinois à la crème fraîche avec une bonne crème glacée en dessert, et puis que je me contentais d'utiliser mon médicament, je pourrais faire des crises chaque nuit. Voilà. Tu disais que tu voulais décrire qu'il y avait différentes formes d'asthme. Alors, qu'est-ce que tu Ouais, voulais ouais. dire? Non, je voulais juste le spécifier pour les personnes qui nous écoutent, pour bien comprendre que il n'y a pas une seule façon en fait de gérer l'asthme en Ayurveda. Et ça dépend vraiment de son type, de sa manifestation. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de mucus, et puis il y en a d'autres qui vont avoir plutôt un asthme sec. Donc voilà, chaque malade est différent, avec des crises qui vont survenir dans certaines conditions, avec un rythme, une intensité, une durée de crise très variable.
Et donc, ça explique qu'en Ayurveda, la prise en charge, elle peut être différente d'une personne à une autre. Moi, je suis spécifiquement sensible, notamment à l'effort. Donc, je développe un asthme d'effort dès que je me mets à faire un peu de jogging. Voilà, je peux facilement faire une crise d'asthme. Et puis, bon, j'ai des déclencheurs qui sont liés à l'alimentation. Et aussi, ce qui peut se mêler à tout ça, qui est déjà pas mal, ça peut être aussi mon état de nervosité. Pour d'autres personnes, bah, ça peut être lié à une situation environnementale, à des poussières, etc. Puis parfois, c'est un mélange de tout ça ensemble. Et donc, c'est important de prendre en compte cette configuration et aussi, évidemment, la constitution de chaque personne pour pouvoir agir de façon ciblée et pertinente. Et voilà, je voudrais rajouter aussi qu'il y a une chose qui m'a complètement, mais alors complètement révolutionnée quand j'ai étudié l'Ayurveda, c'est que moi, je croyais que j'étais asthmatique, point. Et avec l'Ayurveda, d'un coup, j'ai compris que les maladies, bah, pour un bon nombre, elles ne tombent pas du ciel, mais elles découlent d'une combinaison d'éléments favorables. Et puis, moi, ce que j'ai vu avec mon expérience, c'est qu'un des éléments sur lesquels il est le plus facile d'agir, et aussi c'est un élément qui est très accessible, eh bien, c'est l'alimentation. Évidemment, il faut que ce soit pertinent, hein, parce que c'est évident que si vous êtes asthmatique, parce que tous les jours, vous passez 2 heures sur le périphérique dans les embouteillages et que vous respirez des particules fines à plein nez, ben, c'est pas parce que vous allez changer votre alimentation et manger des carottes au lieu de navets que ça va éradiquer la cause profonde des crises. Donc, c'est important d'agir sur les bons facteurs. Si le déclencheur, c'est du stress, de l'anxiété, eh bien de voir un psy ou alors de voir un thérapeute en gestion du stress, par exemple. Donc voilà, c'est important en fait d'agir sur le bon plan. Bon, pour ça, il faut évidemment un bon diagnostic. Globalement, ce que je peux dire, c'est que l'Ayurveda, ça m'a vraiment aidé à comprendre comment l'asthme avait pu s'installer. C'est vraiment ça, c'était une installation progressive. Et en comprenant les causes et comment ça s'est installé, bah, ça m'a donné des outils pour agir. Et d'ailleurs, il y a différentes configurations possibles. Mais en général, on considère que les facteurs qui sont aggravants pour Vata et Kapha, aussi bien dans l'alimentation que dans le mode de vie, eh bien, ces facteurs-là, ils sont importants. Donc, bah, dans l'hygiène de vie, je disais tout à l'heure, ça peut être le stress, l'anxiété, les émotions fortes. Dans les facteurs environnementaux, bah, par exemple, si vous êtes boulanger, que vous travaillez dans la poussière de farine, si vous travaillez par exemple dans le bâtiment, qu'il y a des particules aériennes, eh bien ça aussi, ça peut favoriser l'asthme. Ensuite, aujourd'hui, tout le monde sait hein, qu'on vit dans un nuage de pollution, donc ça aussi, ça compte. Quand le printemps arrive, il y a les pollens, il y a aussi, pour les gens qui fument, la fumée de cigarette. Également, le climat très froid, l'exposition au vent. Dans les facteurs d'hygiène de vie, il peut y avoir l'épuisement physique et l'exercice physique au-delà de ses capacités. Pour moi, tout à l'heure, je parlais par exemple du jogging. Également, le fait de ne pas respecter ses besoins ou d'avoir des habitudes de vie irrégulières, donc pas respecter le sommeil, pas respecter le timing des repas, se retenir de faire ses besoins. D'ailleurs, ça peut favoriser la constipation et quand on est constipé, c'est important quand on est asthmatique d'ailleurs de traiter cette constipation parce que ça participe au dérangement de Vata. Et puis, alors après ça, c'est un petit clin d'œil parce que moi, je vis au bord du lac Léman. Et en ce moment, il y a quand même un peu une mode et un élan vers tout ce qui est bain glacé en plein mois d'hiver sous la neige. Alors, si vous adorez les bains glacés, je vous dis tout de suite que si vous êtes asthmatique, moi, je vous dirais que c'est plutôt même absolument à éviter. Voilà. Et à part ça, bon, l'Ayurveda mentionne évidemment des facteurs alimentaires. Et moi, c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement.
parce que je travaille beaucoup en cuisine ayurvédique et sur l'alimentation avec mes clientes. Et donc, c'est important de se reconnecter au corps, parce que pour la plupart, on est tous déconnectés de nos besoins. Et il y a une écoute qui souvent n'est plus là. Donc, on va grignoter sans faim, ou bien on va manger de la crème glacée ou des tomates en plein mois de décembre. Donc ça compte. C'est important aussi de comprendre la nourriture autrement qu'en vitamines, en calories, sels minéraux, etc., etc. Et ça, c'est vraiment le point fort de l'Ayurveda. Et sans rentrer dans l'établissement d'une liste d'aliments favorables ou défavorables pour l'asthme, l'Ayurveda mentionne des habitudes alimentaires plutôt défavorables pour l'asthme, et parmi lesquels il y a les aliments asséchants qui vont déranger Vata. Alors, bien sûr, tout ça, ça englobe tout ce qu'on trouve en général sous sachet. Bon, ça, en dehors de l'asthme, on sait que c'est mauvais. Donc, les snacks, les biscuits secs, etc., etc. Mais parmi les aliments secs, on compte également un certain nombre de légumineuses. Et puis, moi, à un moment donné, dans mon parcours, je me suis mise à être végétarienne et je m'étais mis en tête qu'il fallait que je mange des lentilles ou des pois tous les jours. Et donc, ça peut favoriser. Ouais, Voilà. pour remplacer les protéines animales, du coup, tu les remplaçais Voilà, par des protéines végétales, mais du coup, qui sont exactement. très, très asséchantes. Ouais. Voilà, tout à fait. Et puis, en plus, ça favorise la constipation. Donc, voilà. Également, les grandes quantités de crudités, ça non plus, c'est pas recommandé. Et puis, bien évidemment, les aliments et les repas lourds en excès, en particulier les dîners chargés ou indigestes. Donc ça, c'est quelque chose qui dérange à la fois Vata et Kapha. Ça, c'est important à notre époque et dans notre contexte. Déjà parce qu'on a tous des activités professionnelles qui font qu'on rentre tard le soir, qu'on mange tard le soir, et puis pour compenser le stress de la journée, on va manger plus festif le soir. Et puis, on vit quand même dans une société, en tout cas en France et en Suisse, où on souffre plus de maladies liées à l'excès et à une nourriture lourde qu'au manque de nourriture. En plus, on vit quand même à une époque où tout est disponible tout le temps. Donc, au cours d'un même repas, on peut se retrouver à manger aussi bien des œufs que du fromage, avec de la viande, du poisson, puis un peu d'avocat par-dessus tout ça. Donc voilà, le fait de manger une combinaison d'aliments lourdes, c'est vraiment un facteur aggravant pour l'asthme. Il y a différentes façons de rendre un repas lourd. Ça pourrait presque être, une recette. Comment rendre un repas lourd? Ça peut être. Alors bien sûr, il y a des aliments qui sont eux-mêmes lourds. Par exemple, tout le monde sait, on sait à peu près tous que le fromage, c'est lourd. Donc, un repas, ça peut être lourd juste à cause de l'aliment. Ça peut être lourd à cause de la façon dont on va le préparer. Donc, évidemment, tout le monde pense à la friture, mais personne, par exemple, va penser que peut-être le fait de manger des aliments déshydratés, des légumes déshydratés, c'est difficile à digérer. Et en plus, c'est sec. Puis il y a aussi les circonstances qui comptent. Peut-être que si vous mangez du blé le midi, ça va pas vous faire le même effet que si vous en mangez le soir. Si vous en mangez quand vous êtes stressé, ça va pas être la même chose que si vous en mangez lorsque vous êtes détendu. Donc ça, c'est quelque chose que je vois avec mes clientes. En fait, je leur apprends à voir la nourriture autrement parce que comprendre la nourriture d'un point de vue ayurvédique, ça se compte pas en calories, vitamines, etc. Et prendre conscience de ça, vraiment, dans mon cas personnel, ça a été le levier principal qui m'a vraiment aidé à améliorer ma qualité de vie. Vraiment, cette notion de qu'est-ce que c'est qu'un repas lourd, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Maintenant, c'est vrai que quand je parle d'aliments lourds ou pas, il y a toute une notion de profil individuel là-dedans. Ce qui peut être bien toléré par moi, ça peut ne pas l'être par vous. Et ça, forcément, c'est une approche qui se fait sur mesure. Voilà, ça dépend des constitutions, ça dépend des équilibres, etc. Voilà.
OK, top. Donc là, tu nous as essentiellement parlé d'alimentation, dans les choses que tu as mises en place pour, prévenir les crises d'asthme que tu avais. Est-ce qu'il y avait aussi au niveau de l'hygiène de vie des choses que tu as mises en place et qui ont complètement changé, bah, déjà ton quotidien déjà, dans l'hygiène de vie? Oui, alors là, j'ai parlé de quelques points, mais en fait, ce sont pas les seuls. Oui, j'imagine. D'ailleurs, au point de vue alimentation, bon, l'hygiène de vie, bon, ça c'est clair que toutes les habitudes irrégulières, le fait de se coucher à des 23h30, des minuit, le fait de manger des aliments qui favorisaient la constipation, la gestion du stress aussi, c'est très très important pour moi. Quoi d'autre encore? J'ai voilà, le fait de quand même d'avoir une activité physique adaptée aussi à mon profil. Ça aussi, bah, je fais du sport. Enfin, moi, j'appelle ça du sport. D'autres diront que ça n'en est pas, mais je marche beaucoup. Voilà, donc ça, l'activité physique, ça aussi, c'est très important. Mais juste, je voudrais revenir point de vue alimentaire. Vraiment, la chose qui a donné des résultats tout de suite, et j'en parle parce que je sais qu'en France, tout comme en Suisse, on aime bien le fromage et les produits laitiers. La chose qui a donné des résultats tout de suite, c'est les produits laitiers. Le lait, bon, ça on sait en Ayurveda qu'on ne boit pas le lait sorti du frigo. Sachant que moi, j'ai un profil Vata Kappa, donc c'est pas forcément facile à gérer du point de vue alimentation parce que d'un côté j'ai besoin d'être nourrie suffisamment, mais de l'autre j'ai besoin que ce soit suffisamment léger pour être bien digéré. Donc les produits laitiers, ça fait quand même partie de de mon quotidien. Ça m'a été prescrit par mon médecin ayurvédique, mais pas n'importe comment. C'est pas juste faire bouillir le lait 2 minutes ou 3 minutes. Il y a vraiment un processus qui me permet de le rendre digeste pour moi. Et dans les produits laitiers, il y a un produit laitier en particulier dont il est connu qu'il vaut mieux le supprimer quand on est asthmatique, c'est le yaourt. Et le yaourt, qui est le star des enfants, d'ailleurs quand on a des enfants, voilà, c'est une recommandation qu'on entend régulièrement, donner des produits laitiers aux enfants, du lait, des yaourts, etc. Or, il faut savoir que le yaourt, ça favorise beaucoup la production de mucus. C'est aussi très lourd. Et donc, j'ai quasiment supprimé le yaourt, même si j'en consomme, mais préparé d'une autre manière, de façon à le rendre digeste. Et donc ça aussi, ça joue beaucoup. Et puis, alors, mis à part ça, moi, je vis en Suisse, donc c'est le pays du fromage. N'en déplaise aux Français, c'est... je vis donc dans la capitale internationale de la fondue et de la raclette. Et donc là, pour les fromages, clairement, j'ai dû réduire et modifier ma consommation. Et même si je mange encore certains fromages, j'ai vraiment appris à préparer mon propre fromage qui m'offre une nutrition qui est importante pour moi, mais je le prépare de façon à ce qu'il soit digeste, je rajoute des épices, etc., etc. Donc vraiment, pour moi, un des grands leviers, ça a été les produits laitiers. Deuxième levier, ça a été les grignotages. Voilà, Le fameux grignotage. voilà, voilà. Ben, pendant des années, moi, j'ai eu la très mauvaise habitude de manger un peu tout au long de la journée, surtout que je ne prenais pas un gramme. Donc, voilà, c'était vraiment une mauvaise habitude. Or, cette habitude, voilà, de manger en dehors des repas, chez moi, c'était une cause directe de surproduction de mucus et de production de toxines qui alimentait l'asthme et qui entretenait un feu digestif vraiment faiblard. Et en Ayurveda, on sait l'importance d'avoir un bon feu digestif. Donc ça aussi, je le dis pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pas parce que les amandes c'est bon pour la santé qu'on peut en grignoter comme ça tout au long de la journée. Et puis la troisième chose importante que j'ai mise en place, et ça par contre, ça m'a pris du temps, c'est que j'ai vraiment diversifié mon apport en céréales. Moi, je trouve qu'on vit quand même dans une société où je dirais qu'on est presque obsédé par le blé et par le riz.
Et bon, voilà, moi je parle de mon cas personnel, mais hormis mon cas personnel, je peux dire une chose, c'est que notre habitude, en tout cas ici en France et en Suisse, de nous concentrer sur ces deux céréales quasiment exclusivement, eh bien cette habitude, elle n'est pas favorable. De mon point de vue, le corps, il a besoin de varier les céréales, de varier les graines pour entretenir un bon équilibre. Surtout quand on considère que ce qui est mis à disposition aujourd'hui des gens, bah, c'est les variétés de riz, par exemple, elles sont pas immenses, hein, donc riz thaï, riz basmati, riz, éventuellement riz de Camargue. Voilà, on retrouve toujours les mêmes choses en grande surface. Et puis moi, quand j'ai fait mes études d'Ayurveda, donc j'avais souvent lu et appris que le riz basmati était quasiment tridochique, donc il convenait à peu près à tout le monde. Donc j'en mangeais pas mal. Mais mon expérience personnelle, en tout cas, c'est que le riz blanc basmati, eh bien, en tout cas chez moi, ça favorise la production de mucus, surtout le soir. Et en l'éliminant des repas du soir ainsi que le blé, bah, j'ai vraiment gagné en qualité de vie. Je ne les ai pas complètement supprimés, seulement je les réserve au repas du midi. Et surtout, j'ai rétabli l'équilibre en introduisant d'autres graines plus sèches. Et voilà, par ailleurs, j'ai supprimé tous les desserts, j'ai supprimé, alors ça fait bondir mes clientes quand je leur demande de supprimer le dessert. Donc j'ai supprimé tous les desserts. Je pourrais encore développer longtemps pour dire pourquoi les desserts, c'est pas bon quand on a de l'asthme. Bon, voilà. J'ai également supprimé les fruits le soir. Et puis, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut tous faire, c'est changer l'équilibre des repas. C'est-à-dire que moi, avant, je mangeais des dîners plus lourds et aujourd'hui, je fais vraiment attention à ce que, au contraire, les dîners soient digestes et plus légers. Maintenant, tout ça, ça s'est pas fait en une semaine. Ouais, et puis, pardon, vas-y, tu disais que, Non, je excuse-moi, t'écoute. tu disais que tu as donc supprimé les produits laitiers, enfin en tout cas quasi, et que tu les consommes, ceux que tu les consommes différemment. Tu as arrêté les grignotages, tu as modifié ta façon de consommer des céréales, enfin bon, et puis toutes les autres choses que tu nous as dit. Tu as fait ça facilement? Alors oui, j'ai eu des difficultés, puis ça s'est pas fait en une semaine ni même en un mois. Et je dis ça pour les personnes qui ont du mal à intégrer l'alimentation et l'hygiène de vie ayurvédique dans leur vie. Euh, Ça dépend des gens, mais moi ça m'a pris du temps. Et puis bah moi je dois te dire, là je vais faire mon mea culpa. C'est que j'ai pas été la patiente la plus observante au début. D'abord, au départ, il y a eu une certaine incrédulité. Donc ça, c'est quand j'ai commencé, au tout début, quand j'ai commencé à étudier l'Ayurveda. Au départ, j'avoue que je n'ai pas cru les médecins ou les thérapeutes. Je me disais, mais c'est pas possible que de si petites choses puissent déclencher de telles réactions dans mon corps. Et puis d'ailleurs, moi-même maintenant, en tant que thérapeute, c'est quelque chose que je rencontre en consultation chez mes patientes qui se disent, mais faut pas exagérer quand même. C'est pas un petit verre de vin, c'est pas une petite glace, c'est pas une petite poignée d'amandes qui va comme ça me causer des soucis. Alors bon, moi, dans certains cas comme le mien, sachant que mon asthme, là, c'est sous contrôle et mes crises sont légères, bah, un petit pas de travers, chez moi, ça peut ne pas porter à conséquence. Mais bon, parce que je le répète pas non plus, c'est pas tous les jours. Mais dans certains cas, voilà, ces petits gestes qu'on fait sans même y penser tous les jours, bah, ça entretient le déséquilibre, ça entretient la maladie tout simplement. Ça paraît fou comme ça, mais oui, un petit geste complètement bénin comme ça a vraiment le pouvoir de dézinguer notre santé. Maintenant, moi, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est que ça suffit pas de croire ce qu'on nous dit sur parole, il faut aussi l'expérimenter dans son corps. Donc, ça veut dire qu'il faut une certaine connaissance de soi. C'est ce que permet l'Ayurveda. Ça permet de mieux comprendre ses besoins, de mieux comprendre les réactions du corps. Et personnellement aussi, ce qui m'a aidé à croire les médecins,
c'est qu'à un moment donné, je me suis mise à tenir un journal de crise où je notais tout ce que je mangeais et puis je notais comment la nuit s'était passée. Et au regard de ce que j'avais mangé et de comment j'avais passé la nuit, ça m'a paru plus clair ce que me disaient mes soignants, qu'effectivement, des toutes petites choses peuvent déclencher des crises. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que ça suffit pas juste d'avoir une liste d'aliments recommandés pour Vata, Pitta, Kapha. Il faut vraiment aussi se mettre à l'écoute du corps parce que ça varie d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre. Voilà, donc vraiment c'est ça. Il y a tout un travail d'écoute à faire. Et puis ce travail-là, c'est pas le médecin qui va le faire à notre place, c'est pas le thérapeute non plus. C'est quelque chose qu'on doit faire soi. Ça s'apprend, c'est un art, ça prend un peu de temps, mais voilà, ça se fait. Donc ça, c'est, voilà, j'avoue, mon premier défaut, ça a été l'incrédulité. Puis la deuxième chose, le deuxième écueil que j'ai rencontré, c'est que changer mes habitudes, cuisiner autrement, cuisiner des ingrédients que je ne connaissais pas, voire que je n'aimais pas du tout, ça, c'est ça qui m'a retardé facilement 1 an ou 2 ans dans mon traitement. Parce qu'un jour, un médecin ayurvédique m'a dit vous devez arrêter de manger du riz parce que j'en mangeais, j'avais éliminé déjà le blé, enfin pas complètement, mais j'en mangeais beaucoup moins. Et puis il m'a dit non mais là là vous devez supprimer le riz. Alors là carrément supprimer le riz, puis rajouter du sarrasin, rajouter du millet, rajouter de l'orge. Puis alors moi quand il m'a dit ça, le riz c'était la base de mon alimentation pour dire. Donc, moi, j'étais d'accord pour éliminer ce qui me causait souci. Mais alors, par contre, manger des aliments que je n'aimais pas, ça m'était vraiment impossible. Puis tout ce que j'aimais pas, c'était ça, quinoa, sarrasin, etc. Donc, j'ai eu des bons médecins ayurvédiques, y compris sur d'autres pathologies, parce que j'ai eu aussi des problèmes articulaires. Mais il y a une chose qui m'a manqué, mais vraiment manqué, c'est de recevoir un peu une petite impulsion, de recevoir des outils pour mettre en pratique ce qui m'était conseillé. Parce qu'on me disait de changer, mais on me disait pas On comment. te disait Et pas comment le puis, faire, quoi, Ouais, comment voilà, concrètement. faire? voilà, on me disait pas concrètement. Puis aussi, je pense comme tout le monde, hein, on a tous des freins au changement. Et je savais pas vraiment comment dépasser ces freins. Et puis bon, c'est vrai qu'au final, c'était très clair. Hein, ce journal que je tenais, ça m'a vraiment montré les conséquences de ce que je faisais au quotidien. Et à un moment donné, j'ai arrêté de me mettre la tête dans le sable et j'ai accepté que je devais changer, point. Voilà. Donc, voilà, ça a été tout un apprentissage hein, pour pas me sentir submergée parce que je vous ai dit un peu la liste de tout ce que j'ai changé dans mon alimentation pour aller mieux. Donc oui, c'était du travail, mais au final, ça vaut vraiment la peine. Enfin, moi, ça a été tout un processus hein, de connaissance de moi. Et voilà, c'est. Aujourd'hui, tu en es beaucoup plus heureuse et en meilleure santé. Voilà, c'est ça. Moi, en fait, c'est quand on met là en balance le plaisir de, je sais pas moi, une crème glacée ou d'un paquet de chips. Ah oui, moi, mon péché mignon, c'était les chips. Quand on met en balance, voilà, certaines habitudes alimentaires avec le bien-être au quotidien, au final, euh, ça m'a quand même paru facile d'abandonner ces choses qui ne me faisaient pas de bien. Et puis, c'est clair que pour moi, j'avoue que ça m'a pris quand même plusieurs années. On va dire que je suis peut-être un peu têtue. Euh, Moi, déjà, je peux te dire aussi, c'est que en fait, je co-anime des ateliers d'éducation thérapeutique ici en Suisse.
Et ce que je vois parmi les personnes, donc certaines sont très malades, hein, avec aussi bien du diabète que la maladie de Parkinson, que la polyarthrite rhumatoïde. Et ce que je voudrais vraiment dire en dehors de l'asthme, c'est qu'il est toujours possible d'agir, quelle que soit la gravité de la maladie, on peut toujours faire quelque chose pour améliorer le quotidien avec des outils simples. Hein, rien que l'alimentation, ça peut aider. Et puis en s'appuyant sur le pouvoir des habitudes. Alors les habitudes, ça peut être positif ou négatif. Il faut juste apprendre la façon de s'en servir pour changer. Donc vraiment, moi, j'encourage ceux qui nous écoutent à faire ce premier pas. Hein. C'est vraiment le premier pas, il coûte. Mais une fois que le premier pas a été fait, qu'on en a vu les effets, alors les effets ils peuvent être subtils, mais une fois qu'on observe ces effets, vraiment, je dirais, il y a pas de doute, quoi. On peut vraiment agir. C'est pas, il n'y a pas de fatalité. Merci pour ce message, Tiffaine. C'est hyper un beau message d'espoir pour tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui pensent que leur maladie est une fatalité. Il y a, comme tu dis, plein de choses à faire et avant tout apprendre à se connaître. Et l'Ayurveda est une belle façon pour nous amener sur ce chemin-là. Donc, merci pour ce partage. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose, un message pour les personnes qui nous écoutent? Alors j'espère que je me répéterai pas en disant ça. Ce qui me paraît le plus important, c'est vraiment de se remettre à l'écoute de soi, et pas seulement à l'écoute de soi, mais à l'écoute de ce qui nous entoure, et à l'écoute, je dirais, de la matière, parce qu'aujourd'hui, on vit quand même à une époque où on réduit tout en vitamines, calories, etc. Alors moi, je vous parle de l'alimentation parce que évidemment, c'est ma spécialité, mais cette façon de parler des aliments, eh bien, ça nous déconnecte, je dirais, de nos ressentis, ça nous déconnecte de notre propre sagesse interne, et donc, c'est important en fait de se familiariser avec ça, avec cette vision ayurvédique de l'alimentation, euh, parce que ça permet de reprendre le pouvoir. Parce que quand on dissocie la nourriture en vitamines, calories, tout ce qu'on veut, eh bien finalement on peut nous vendre n'importe quoi, euh, on peut nous vendre ce qu'on veut. Quand on se familiarise vraiment avec la nourriture de façon plus, je dirais, globale, bah, c'est vraiment un outil en fait pour reprendre le pouvoir sur sa santé. Et voilà, ça, si je devais donner un seul message, ce serait celui-là. Super, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'épisode et du coup, on a des petites questions rituelles à te poser. Tout d'abord, quel est ton rituel préféré au quotidien? Mon rituel préféré au quotidien, alors j'en ai plusieurs. Faut que je choisisse. Alors je peux pas dire qu'il soit quotidien parce que je n'ai pas toujours l'occasion de le faire, mais le massage à l'huile. Bon, en ce moment, je suis assez occupée, mais sinon, oui, j'en fais au minimum une fois par semaine. Mais bon, en général, c'est plutôt 2 ou 3 par semaine. Mais si je dois parler d'un rituel, je ne sais pas si c'est un rituel, mais cuisiner pour moi, c'est très important. C'est ton rituel préféré. OK. Quels sont tes projets pour les semaines à venir? Alors, c'est pas pour les semaines à venir, parce qu'en fait, c'est un projet sur lequel je travaille déjà depuis plusieurs mois. J'ai un livre de cuisine végétarienne inspiré de l'Ayurveda qui est prévu, et qui devrait sortir vers le mois de février 2023. Et donc, ce que j'ai dans les prochaines semaines à terminer, c'est les corrections, finaliser les photos, etc., etc. Voilà. Beau projet. Tu nous tiendras au courant pour la sortie du livre. Avec plaisir. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier?
Mmh. Alors je remercie quand même cette époque, qui a amené, l'ayurveda jusqu'à nous. Alors moi j'ai commencé à m'intéresser à l'ayurveda, il y a 12, 13 ans. Non, même pas 12, il y a 22 ans. Oui, parce que j'ai 45 ans. Donc, voilà, on a une époque où on parle beaucoup d'Ayurveda et certaines choses commencent à émerger et à être diffusées un peu plus largement. Et je suis très contente aussi d'avoir pu être en contact avec des professeurs depuis l'Inde, des professeurs auxquels je n'aurais jamais eu accès si on n'avait pas eu cette technologie avancée d'Internet. Ok, top. Bah, écoute, Tiffaine, merci beaucoup pour tes partages aujourd'hui. Merci beaucoup pour les messages que tu as transmis à travers ce podcast pour les personnes asthmatiques et puis de manière plus globale aussi pour les personnes qui ont une maladie. Voilà, tu as transmis de beaux messages aujourd'hui, donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. On te dit Merci, à bientôt, Tiffaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!